Cet webinaire s'appelle Au-delà des mots, suivre le chemin de la responsabilisation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en matière de soins de santé. avec les personnes Premières Nations, Métis et Inuits. I'm happy to let you know that we have many Je ways to suis join ravi the de vous conversation informer que today. nous avons plusieurs First, we façons are de very participer à la fortunate to have conversation aujourd'hui. live Tout d'abord, nous avons la simultaneous chance d'avoir interpretation. l'interprétation In order simultanée to en access direct. the interpretation, Alors, you afin de might vous en have to prévaloir, press on the three dots at the vous bottom of your devez screen where appuyer it sur les says trois boutons, les trois More. points en bas de Then votre you choose écran. the Ensuite, veuillez icon sélectionner that looks like l'icône a world with some qui lines in ressemble it à un that says petit globe interpretation et underneath. qui dit If you choose interprétation. off, then you will hear the Si vous le original désactivez, vous the entendrez original le voices of the parquet, donc speakers in the l'original, language that they are using. dans la If langue you choose que English, then l'intervenant you qui a la will parole hear utilise. people Si vous speaking in choisissez English anglais, when they are vous using English, you'll entendrez hear les the personnes original qui voices. s'expriment en But if anglais you en switch to direct ou French, s'ils then passent you au will hear the français. À ce interpretation moment-là, in vous English. entendrez And l'interprétation same vers for French. l'anglais If you choose et French, then inversement pour le you'll hear français. their Si vous original sélectionnez voices français, when they vous were speaking entendrez les French. personnes qui But you'll s'expriment hear the originalement en interpretation français when et they vous switch entendrez to l'interprétation vers le français English. lorsque les intervenants There parlent are many anglais. ways to join. You can Il y a use the plusieurs closed façons pour vous captions de to vous capture joindre à the nous. Vous sound. pouvez vous servir You can du also ask sous-titrage. questions at any Vous point pouvez également in poser des the questions Q en tout and temps A. grâce à la fonction We will likely answer questions-réponses these towards the end, but you're welcome to accessible put them en into bas the de votre Q&A écran. at any Nous time. répondrons à ces questions à la You fin can de la ask your séance, mais vous pouvez les question poser in en tout either temps. English Vous pouvez or poser votre French, whichever question en is français ou en most anglais, comfortable for you. bref, la langue de When we votre read choix. your question aloud, your name will Lorsque nous not lirons be votre read. question, votre However, nom ne the other sera pas mentionné. participants will Cela see your dit, name il sera visible par les autres participants when it is indicated that we have answered the question live. So if you lorsqu'on don't want indiquera qu'on aura people to know répondu à la your name, réponse. you can choose to Alors, ask your si vous souhaitez question demeurer anonyme, anonymously. veuillez sélectionner l'option We permettant de welcome poser votre feedback about question this session, anonymement. Nous vous and if invitons you would like également à vous faire to give part us de vos topics for observations future sur cette sessions, you can séance ou de vos contact us suggestions de at sujets pour des séances futures. Vous pouvez nous contacter à l'adresse administrator@cbs.ca. adresse administrator à I would commercial like to give a big cbs-scb.ca. thanks to J'aimerais the remercier Canadian chaleureusement Heritage Grant that is la making the subvention simultaneous canadienne pour le translation for patrimoine qui this rend event possible le possible. service d'interprétation simultanée aujourd'hui. I would also like to let you know that this J'aimerais meeting is également being vous recorded informer que cette and it séance will be posted to est the enregistrée. CBS Le lien YouTube sera page sometime disponible, ou shortly plutôt after the l'enregistrement call. sera You disponible can sur find our la YouTube page page by YouTube going to de the la Société canadienne de bioéthique à www.cbs/scb. Or we'll put the link in the chat. www.cbs-scb.ca. Je vous indiquerai le lien dans le clavardoir. I would also like to direct your attention to our J'aimerais new aussi attirer website. This has votre been a attention long sur notre time nouveau site in the web. making, and it Cela is fait now longtemps live. que l'on And travaille there are all dessus. Ce kinds of site ways a été to mis en service tout assemble the récemment. bioethics community across Canada, and Il we vise à welcome you to rassembler le become milieu de la members. bioéthique au Canada. Nous vous What invitons are à the devenir membre. advantages of being Alors, a quels sont les CBS member? avantages d'être Well, membre it gives de you a la way to network SCB? with Eh peers bien, tout in d'abord, a ça vous donne supportive and l'occasion de faire du réseautage collaborative avec des environment. pairs et And de we créer un engage environnement in de inclusive collaboration dialogue on bioethics euh, et afin de issues promouvoir un and dialogue we inclusif attempt sur to des questions de advance the cause of bioéthique et afin bioethics de faire in progresser la Canada. cause de la bioéthique If au you're pays. an individual member, then you can Également, si join vous the êtes membre, CBS interest vous groups, which have pouvez become vous very joindre aux active membres, recently, and I'll say a bit about au that groupe again in a d'intérêt moment. plutôt de la It SCB. also Je vous en gives parlerai you un peu reduced plus tout rates à l'heure. for our Cela vous donne conferences aussi and d'avoir accès à des advance tarifs notice of all of réduits our à nos bioethics events conférences and et opportunities, à nos including job diverses activités en opportunities. matière de bioéthique You're notamment. also eligible to Et ça serve vous on the permet aussi board d'avoir accès and aux offres d'emploi et participate vous in serez our aussi annual general meeting. admissible à être membre We du also conseil have d'administration et de organizational participer members. à l'AGA. Organizational members are Les membres organisationnels institutions or sont donc organizations who des support us through their institutions, des generous organisations, des donations. institutions de And partout our au pays organizational qui members souhaitent receive se one joindre à nous. complimentary individual Ceux-ci membership reçoivent and a discount une on all adhésion memberships for the gratuite et members un or rabais employees pour of that tous les organization. membres de ce groupe ou les employés de cette There's organisation qui souhaitent also se the joindre à nous. organizational members forum, which Il y a aussi you le can access by forum becoming an des organizational member. membres institutionnels auxquels on peut avoir accès en devenant So I membre mentioned that organisationnel. we now have
Alors, j'ai and the indiqué que nous avions conversation des series groupes for the d'intérêt. La série de conversations 2026-2027 pour year is going to be in 2026-2027 connection with the interest groups. sera liée à ces So groupes for d'intérêt et this aux sujets sur particular lesquels ils se penchent. installation of the conversation Donc, series, pour it's in cet connection with épisode, the um, le sujet Ethics and First Nations est Inuit and l'éthique Métis persons interest group, where we read authors who are et les themselves Premières Nations, First les Nations, Inuits Inuit, or et les Métis Métis, people, or who are writing on issues that are important to First Nations, Inuit, and et Métis tout ce people. qui a And trait we à bring in ce sujet. speakers on this topic. Nous faisons And intervenir this des particular conférenciers à interest ce group sujet. is Ce run groupe by Tim d'intérêt Mount Pleasant and est myself. And so dirigé if you're a par CBS Tim member, Mount you're Pleasant welcome et to join moi-même. that. Donc, en tant que membre de la SCB, vous êtes les bienvenus de vous joindre à ce groupe. Sorry, I have a cold. I would also like to let students know that there is a Il faut aussi faire publication savoir aux opportunity in étudiants qu'il y a une association with this possibilité de event. publication en association avec cet événement. If you're interested, you can take Alors, notes on si what vous the êtes speakers say intéressé, vous pouvez and then prendre des get notes into contact sur with ce the que disent les students at conférenciers aujourd'hui et vous pouvez nous contacter à to register for the opportunity. And then they will help you students@cbs-ca develop a pour vous inscrire à manuscript cette or occasion conference et on vous proceedings aidera à élaborer that un describes the manuscrit content of ou this conversation un series. résumé de And then conférence qui there's an fera opportunity allusion to à ce qui a été possibly dit publish your work et il in sera the possible Canadian de Journal of publier votre Bioethics. travail dans le Journal It's canadien not de a guaranteed bioéthique. publication because Alors, ce it n'est still pas has to une be up to the garantie de standards of the journal, publication parce que but cela you'll doit get a lot of respecter les normes mentorship du to help journal, les you normes de along the way. publication, mais cela va vous donner accès à du mentorat. This event is also a free Cet plenary événement in est connection with the aussi Bioethics une Community plénière Forum liée that au is occurring Forum last week and this week. It's taking up again communautaire de la tomorrow bioéthique for the 27th and 28th, the last 2 days qui of the a lieu event. cette semaine, le 27 et le 28 mai. And the theme this year is trust La and thématique de distrust cette in année, c'est uncertain confiance times. et méfiance en période d'incertitude. In recognition of the past and ongoing harms Afin that de bioethics has reconnaître done to First les Nations, préjudices actuels et passés de la Métis, and bioéthique Inuit envers peoples, les Premières Nations, les and Inuits in et les recognition Métis, of the work that First et en Nations, reconnaissance du Métis, and travail Inuit que peoples ces derniers do when they attend conferences font and have to lorsqu'ils educate participent à des bioethicists. conférences This et doivent forum informer les is bioéthiciens. free for First Ce Nations, forum est Inuit, and gratuit Métis pour les peoples, membres des Premières and we Nations, will be les Inuits et putting les Métis, information on how to join for et free nous vous donnerons des in the renseignements chat. pour vous joindre You can gratuitement also still à sign up cette for the série de second week of the conversations. forum. Vous pouvez You'll vous get a inscrire à link la to how to sign deuxième up for the semaine forum du in the forum. chat Nous as well. allons indiquer un lien dans le clavardoir à cette fin également. So now I would like to give J'aimerais the maintenant land acknowledgement. I acknowledge procéder à that la Chugchatgay or reconnaissance Montreal territoriale. is Je reconnais que on Chogchágé ou the Montréal territory se of the trouve sur le territoire Kanien'kehá:ka de la Basin. nation The Kanien'kehá:ka. land is the basis for all relationships, Ce knowledge, territoire est le and fondement de toutes les experiences of relations, de tous health les and savoirs et de well-being. toutes les expériences liées à la santé et au bien-être. Chugchatgay is a gathering place for many First Nations, Chogchágé including est un lieu de Anishinaabe, rassemblement pour de nombreuses Premières Huron-Wendat, Nations, dont les Anishinaabe, les Abenaki, and Hurons-Wendat, les Haudenosaunee. Abénaquis et les Today, it's home Haudenosaunee. to a diverse Aujourd'hui, ce population territoire of abrite une Indigenous, population diversifiée Québécois, and composée Iroquois, d'Autochtones, de and other Québécois peoples. et d'autres And those of us who peuples. wish to live here Ceux d'entre nous qui souhaitent y ought to ensure that vivre we respect the relations doivent veiller among à the respecter lands, les waters, and relations peoples entre la in a spirit terre, of les eaux peace, et les friendship, peuples and qui y well-being. vivent dans un esprit de paix, And d'amitié et de there bien-être. have been some criticisms of land Il y a eu acknowledgements as certaines just being critiques a émises à box l'endroit des ticking issue. reconnaissances But one territoriales of the comme things that I think has been very une useful about land pratique sans acknowledgements véritable is that signification, mais ce Canadians que cela rend finally know where possible, they are. c'est que So cela permet aux I would Canadiens say de about savoir 10 sur years quel ago, territoire traditionnel ils se Canadians trouvent. would not have Il been y a une able to tell dizaine you the d'années, la plupart des Canadiens Indigenous name for the n'auraient territory pas upon été en which they live. mesure de vous donner le nom But autochtone du after the territoire sur practice lequel ils se of trouvaient. giving a land Et depuis la mise en acknowledgement œuvre has de become cette pratique de common, la reconnaissance we territoriale, now, beaucoup as plus de settler gens savent Canadians où ils such se as myself, trouvent pour ce we qui now est know where territoire we are. traditionnel, où ils sont, où ils travaillent, etc. Okay, so with those introductory remarks out of the way, I Maintenant que would nous like avons fait to cette introduce introduction, you to our j'aimerais maintenant speakers. vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Wayne Robinson is a Wayne member of the Ojibwe Robinson Nation est from the membre de la community nation of Ojibwe Nittagong
Il est Anishinaabe, originaire de la and he has communauté worked de within the Pictigon social services Anishinaabe. for over Il travaille dans le 25 years, secteur du travail social and depuis plus in de the last 25 ans. decade, he's been working with Et au cours des Montreal's 10 dernières années, urban il Indigenous community. travaille auprès He is de la also a communauté lead autochtone work urbaine de artist Montréal. and a podcaster. Il fait aussi du perlage et il Joanna fait Comat des podcasts. Uskaldun Basque Johanna Comat, est une professionnelle Euskalduna de Basque, recherche et de géographie. Ses intérêts incluent la territorialité et les expériences autochtones en milieu urbain. Depuis 2009, elle a contribué à plusieurs projets de recherche collaborative avec des communautés et des organisations autochtones ou à la sécurisation culturelle, et ce qui constitue une préoccupation transversale, notamment autour de l'accès aux soins et de la condition itinérante et de la justice reproductive. And now I'm going to hand it over to our Maintenant, je vais moderator, Tim céder la Mount parole à Pleasant. notre Tim Mount animateur, Pleasant Tim Mount is from Pleasant, Tuscarora qui est un Nation of the Tuscarora Six de la Nations Première of the Nation des Grand 6 River nations de First la rivière Nation, Grand. and he is going to moderate our Il discussion. va animer notre discussion d'aujourd'hui. Take it away, Tim. Alors, allez-y, Tim. Merci beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai plus les cheveux qu'il y avait une fois, fut un temps, comme en témoigne la photo que vous avez vue. Meredith nous a fait une brève présentation de nos intervenants aujourd'hui et avant l'événement, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec eux pour discuter ce dont il serait question aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par des présentations et ensuite, nous allons passer à une brève vidéo qui présentera Joyce Echequan. Alors, petit avertissement, cela dit, c'est quelque chose qui pourrait déclencher certaines émotions chez certaines personnes. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous éloigner de votre ordinateur pendant 3 minutes et à couper le son si vous ne voulez pas voir ni entendre cette vidéo. Alors, maintenant que c'est dit, je céderai la parole à Wayne. Lorsque Wayne et Johanna, lorsque nous avons rencontré, nous avons discuté de la façon dont nous sommes rassemblés. Bon, premièrement, merci de me recevoir ici. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de participer à ce webinaire de cette excellente organisation. On va parler de sujets très importants, à mon avis. Ça fait longtemps que je souhaite pratiquer la bioéthique. Je n'ai jamais vraiment maîtrisé la bonne terminologie, mais pour bon nombre d'entre nous qui travaillent sur le terrain et qui rencontrent des défis et des obstacles semblables, je pense qu'il est c'est une bonne chose de parler de choix. Et je pense que cette activité va nous permettre l'occasion de le faire. Donc, parler des défis qui se dressent devant nous. J'ai la chance de travailler depuis 15 ans à Montréal. J'ai eu d'excellentes occasions de travailler avec la population vivant en milieu urbain à Montréal, une population en situation d'itinérance bien souvent. Et j'ai pu voir de mes propres yeux les difficultés auxquelles sont confrontés les gens dans le domaine des soins de santé, dans leur interface avec les institutions. Et une des bonnes choses qui est ressortie de mes entretiens avec Johanna, c'est qu'elle m'a enseigné en tant que chercheuse dans le cadre du projet autochtone du Québec, un foyer pour personnes autochtones, un foyer où elle a fait un projet de recherche. Je tenais donc à la remercier de son excellent travail. Cette organisation s'appelle PAQ, PAQ, Projet autochtone du Québec. Johanna. Arratsaldeon deneri, nire izena Johanna Comat da. Eskualduna, sokoakoa naiz, baina hogeita bat Montréalen jojoge, bizi naizela. Donc j'ai voulu m'introduire rapidement en basque, qui est la langue de chez moi. Je suis née et j'ai grandi au Pays Basque. J'ai si peu l'occasion de la parler que dès que j'ai l'occasion de placer 2 mots, je n'hésite pas.
Donc, comme je l'ai dit, je viens du Pays Basque. J'ai grandi dans une zone frontière, ce qui fait que depuis que je suis enfant, je suis fascinée par les questions d'identité culturelle et comment elles résonnent avec l'espace, puisque j'ai grandi au Pays Basque Nord et je voyais bien qu'au Pays Basque Sud, côté espagnol, c'était nos gens aussi. Je suis venue habiter ici donc il y a 21 ans, dans le cadre de quoi j'ai fait mes études. J'ai été formée en tant que géographe à la mobilisation des connaissances. Donc depuis 15 ans, je ne fais que de la recherche partenariale, dans le cadre de quoi j'ai été amenée à travailler avec différentes organisations, comme plusieurs centres d'amitié, mais aussi d'autres organisations comme PAC, organisation dans le cadre de laquelle j'ai rencontré Wayne il y a 12 ans. Et puis récemment, j'ai collaboré sur des projets qui étaient dédiés à la question de la justice reproductrice et notamment dans le cadre de la gynécologie et de l'obstétrique, ce qui m'a amené à collaborer avec la chercheuse Atikamek Suzy Basile et notamment sur la question du consentement dans le cadre des choix reproductifs. Alors vous allez le comprendre aux exemples que je vais choisir aujourd'hui. Je me suis intéressée à la question des sages-femmes notamment, mais aussi en tant que géographe aux politiques d'évacuation des femmes enceintes. Et donc, vous allez voir que vous allez le revoir dans tous les exemples que je vais choisir aujourd'hui. Thanks, Joanna and Wayne. Merci beaucoup, Joanna. Oui. Nous allons maintenant passer à la vidéo dont j'ai fait mention tout à l'heure, la vidéo de Joyce Echaquan. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas l'écouter ni la regarder, veuillez s'il vous plaît baisser votre son et vous éloigner de votre ordinateur pendant 2 minutes et 16 secondes. C'est la durée du vidéo. Joyce Echaquan a créé cette vidéo. Live video from her hospital bed yesterday. En direct de son lit d'hôpital hier. La mère de 7 enfants demande de l'aide. La détresse s'entend très clairement. On peut entendre d'autres voix d'ailleurs. Hospital staff insulting Le her. personnel hospitalier l'insulte. Echaquan died shortly after. Echaquan est décédée peu après. On ne sait pas exactement les circonstances de son décès. La famille a dit qu'elle est allée à l'hôpital samedi et qu'elle avait des douleurs à l'estomac. Son mari et ses 7 enfants ne l'ont plus à leur côté. Son décès a entraîné un mouvement demandant justice, que justice soit faite pour Joyce. C'est inacceptable. C'est le symptôme d'un problème qui existe depuis des décennies. Nous sommes tristes, nous sommes en colère, nous ne comprenons pas, en tant que femmes autochtones, pourquoi nous devons être traités comme ça. Le chef du conseil Atikamek de Manawan, Duprovne Echaquan, nous l'a décrit comme une femme radieuse. And says the video is audio-visual proof of systemic racism. This comes nearly a year to the day after the release of a Quebec report with un an, presque 142 jour pour calls jour, to après la action publication that d'un found rapport Indigenous montrant people in the 142 province face appels à systemic l'action racism when par rapport accessing au public racisme services. systémique que connaissent les Autochtones dans le système de santé Today, du the Québec. Assembly of Elle a First été Nations of victime de Quebec and racisme. Labrador released its L'Assemblée des own Premières plan Nations to du fight Québec et du that Labrador a because it publié says son the propre government plan isn't de doing lutte enough. à The ce release of fléau their plan parce qu'on today, dit a que le gouvernement sad du Québec n'en fait coincidence, pas says the assez. Assembly's chief. C'est une triste coïncidence, c'est ce qui a été dit à l'Assemblée des chefs. C'est un rappel Quebec Premier de François Legault l'importance has de ce repeatedly défi. Le Premier denied ministre du systemic Québec, racism exists François in Legault, Quebec. a nié Today, he l'existence said du there will be racisme systémique investigations into Echaquan's death. anti-autochtone au Québec. Il a annoncé qu'il y aurait une enquête publique sur le décès de The Joyce province Echaquan. says there will be investigations by L'infirmière en the question a coroner été and mise à health pied. authority. But tonight there are Le calls to gouvernement do provincial a much indiqué que more les than enquêtes that. seront effectuées, Alison notamment Northcott, du bureau du CBC News, coroner. Mais Joliette, Québec. il y a bien d'autres aspects à cela. Alison Northcott, CBC News, Joliette, Québec. Thank you. I will pass it over to Joanna and Wayne. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Joanna. C'est une vidéo qui illustre bien ce dont il est question aujourd'hui. Moi, je l'ai vue à plusieurs reprises. C'est la déclaration de Legault qui me marque le plus, à savoir qu'il n'y a pas de racisme systémique dans la province du Québec. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les séances de formation auxquelles j'ai participé ou que l'on donne avec des professionnels, notamment le SPVN,
et au cours desquels il convient de rappeler aux Québécois le passé colonial du Québec. Les plaques d'immatriculation le disent, je me souviens, mais les gens ne se souviennent pas de certaines choses. Alors, de voir le premier ministre du Québec dire que le racisme systémique n'existe pas, ça revient à dire je ne me souviens pas, finalement. Je trouve ça un petit peu choquant et navrant. Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai vu cette vidéo? Je pense que c'est quelque chose à laquelle nous sommes tous confrontés. Parfois, nous parlons très rapidement d'injustices systémiques, etc., que l'on perçoit, mais on ne s'interroge pas sur la façon dont on participe à ça, dont on perpétue des comportements envers d'autres personnes. Legault est l'ancien premier ministre d'une province francophone qui elle-même fait l'objet d'injustices systémiques dans le contexte canadien. Et le fait qu'il ne puisse pas voir en quoi sa province permet des pratiques de racisme systémique est assez frappant. C'est une façon difficile d'ouvrir le bal et d'ouvrir la discussion. Ce qui est arrivé à Joyce Echaquan n'aurait jamais dû lui arriver. Souvent, ce que l'on trouve difficile à faire, lorsqu'on parle de personnel infirmier et de professionnels de la santé, moi j'ai eu le privilège d'avoir eu des proches qui ont bénéficié de soins de santé. Je suis certain qu'aucune personne chez les infirmières, les infirmiers, chez les médecins, chez les personnels de santé n'a envie de nuire à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui fait dans notre système qu'ils se comportent de la sorte, qui leur permettent de se comporter avec une telle indifférence envers la vie d'un autre être humain, avec les conséquences fâcheuses que cela entraîne, comme dans le cas de Joyce Echaquan. Et en tant que société, comment luttons-nous contre ce fléau? Comment pouvons-nous nous attaquer à cela? Alors, Johanna, avez-vous des pensées là-dessus? Avez-vous des idées par rapport à ce que nous venons de voir? Tout à fait, Wayne. En fait, je trouve que le cas de Joyce Echaquan, cette histoire terrible, est une belle porte d'entrée au débat, puisque ce cas-là, si je me permets peut-être une mention théorique, ce cas-là peut être qualifié de fait social total, concept que j'emprunte à Marcel Mauss. Qu'est-ce qu'un fait social total? C'est un événement, l'histoire de Joyce, qui instantanément et simultanément va révéler différents enjeux qui cohabitent dans la société au même moment. Ce que l'histoire de Joyce Echaquan nous révèle, c'est déjà la portée individuelle, mais aussi collective d'un rapport problématique aux institutions de santé où l'absence de confiance va générer une certaine détresse. Ce que donne à voir ce cas-ci, c'est aussi la réponse politique qui va y être apportée, puisqu'effectivement, comme Wayne le citait, en 2021, François Legault déclarait qu'il n'y avait pas de racisme au Québec, à l'encontre même de ses propres travaux, puisque 2 ans auparavant, la commission Vien sur les relations entre les personnes autochtones et les services publics avait déjà conclu dans ses recommandations que la discrimination systémique existait au Québec. Et ensuite de ça, ce que nous donne à voir la question de finalement la situation qui impliquait Joyce Echaquan, c'est aussi la réponse juridique et la réponse légale que ce type de situation peut susciter. Et comme on va peut-être en parler plus tard, une coroner a investigué, la coroner Kamel, sur les conditions de cet triste événement et les conclusions. Pour certains étaient, si vous voulez, c'était ne pas aller assez loin, puisque on se serait attendu à ce que les personnes qui étaient à l'origine des commentaires racistes, notamment, perdent leur emploi. En l'occurrence, elles ont juste eu des avertissements. Donc, il y a eu une certaine colère par rapport à ça, et à la fois, au moins, ça valide l'existence pratique, concrète de ce racisme systémique qui est si difficile à saisir à l'échelle de la société et dont on doute encore au XXIe siècle de l'existence. Et donc, finalement, le cas de Joyce Echaquan, au-delà de toutes les analyses théoriques qu'on peut faire, ce qu'elle fait, c'est que ce cas-là, il rend concret l'absence de confiance envers le système de santé. Voilà, c'est ça que je voudrais rajouter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Wayne.
Thanks, Joanna. And in addition to Merci, Johanna. like some of the cultural En concerns plus that des the coroner préoccupations d'ordre listed, there were culturel some challenges with that qui ont are, été I énumérés guess, par la coroner chargée de common in l'enquête. healthcare and social services. They're not supposed, and I think that Certains good work has obstacles, been certains done problèmes ont été to soulevés address that, but en some lien avec les issues services around like sociaux et les soins de santé. lack of documentation. Il y a un manque de It documentation à ce kind of seemed chapitre. like there was an active attempt to cover up Il some y a of eu une the facts that tentative happened. The nurse de that was masquer being recorded volontairement un certain nombre tried de to faits. erase that video from the phone. On a notamment Medical tenté d'effacer administration records la weren't vidéo du kept. téléphone de Joyce The Echaquan. hospital had violated its L'administration own médicale n'a restraint conservé aucun policies, dossier and this all seemed to be par premised rapport on à the Joyce fact that Echaquan. there's an initial Tout cela dans le but labeling of Joyce as being drug seeking or something to that effect. de cacher But there was la the réalité. involvement Et tout cela a été fait Indigenous sous liaison prétexte that de la Joyce had toxicomanie requested de who was Joyce barred Echaquan, access ou qu'elle from cherchait à that. obtenir des I just médicaments. wanted to bunt it back over to Wayne Un agent de to liaison talk, I qui guess, est about your intervenu experience parce que with Joyce avait demandé, being an Indigenous avait fait une demande, liaison, I guess, the middleman between all Native people et on cet this agent de land liaison and autochtone, all non-Native people, I guess. une personne pour servir de lien entre les autochtones et les non-autochtones. Donc, c'est un concept très intéressant que d'avoir des agents d'orientation, des agents de liaison qui aident les patients à tenter de s'y retrouver au sein d'un réseau ou d'un système souvent lacunaire, problématique, avec des résultats qui laissent à désirer parfois. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Souvent, lorsque je vais dans un hôpital et que je me présente comme une personne autochtone ou un membre de la famille d'une personne autochtone et que j'explique que je travaille pour une organisation, souvent, on peut constater un changement de comportement par rapport à nos interlocuteurs et un changement dans les services que nous recevons de professionnels de la santé. Il peut y avoir davantage de solidarité ou d'empathie, ou moins, selon le cas. Nous devons favoriser la mise en place d'un système qui promeut cette empathie et cette solidarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les établissements de la santé au Québec étaient mandatés par le gouvernement pendant des siècles à à participer du moins au génocide des peuples autochtones, pas juste au Québec, mais au Canada. Donc, le réseau de la santé était complice de cette tentative de génocide. Nous savons que le système ne cherche pas à s'adapter à la réalité autochtone et l'objectif des établissements de santé pendant longtemps était de refuser aux Autochtones l'accès à des services équivalents à ceux auxquels le reste de la population avait accès. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Alors, parmi nos participants, je suppose que nous avons un certain nombre de gens qui travaillent dans des établissements de santé. Et on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'on aurait fait dans une situation comme ça? Tim, vous avez indiqué que l'établissement, l'administration a tenté de protéger l'infirmière, que l'on entend dans la vidéo. Les collègues se sont organisés pour masquer les faits, alors que ceux-ci auraient pu s'organiser pour pallier à la situation. Comment se serrer les coudes? Comment s'appuyer? Quel aurait pu être le rôle d'une autre infirmière, par exemple, dans ce contexte? Je suis sûr que la première intention n'était pas de masquer les faits, c'est certain, mais il y avait eu la possibilité de faire intervenir une autre infirmière, un autre professionnel de la santé, donner une petite pause, apporter un certain répit. On peut comprendre toute la difficulté de ce genre de situation, tant du point de vue du patient que du point de vue du personnel. Il y a beaucoup de douleur et de détresse. Comment en arriver à un point où on peut davantage s'entraider
Alors, c'est sûr que c'est regrettable ce qui s'est passé, mais il aurait fallu trouver une meilleure façon de répondre à ces besoins. Ioana, par rapport au rapport du coroner, il y a des enjeux systémiques, des thèmes qui semblent se reproduire dans la province, le pays, d'autres pays. Qu'avez-vous pensé du rapport du coroner? Est-ce qu'il était allé assez loin dans ses recommandations ou est-ce qu'il était tombé à court? Je pense que le rapport du coroner a été aussi loin qu'il le pouvait. Et en l'occurrence, moi, je trouve qu'il a été quand même assez loin. Je vais y revenir. En fait, ce que Wayne souligne et ce que Tim souligne également, et c'est ce que nous dit le rapport du coroner, c'est qu'en fait, tout ça, ça souligne la tension qu'il peut y avoir et c'est très propre à la bioéthique, entre un cas clinique et la structure institutionnelle dans laquelle il va avoir lieu, en fait. Le cas clinique étant le décès de Joyce Echaquan. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ce rapport du coroner, il nous dit finalement, qui est vraiment important à retenir? C'est que l'événement qui est arrivé ne peut se réduire à une addition d'erreurs individuelles, en l'occurrence notamment du personnel infirmier. En fait, cette addition-là, elle révèle plutôt un problème institutionnel profond au niveau de la manière dont sont accueillies les personnes autochtones, mais surtout écoutées. Et tout ça, ça nous ramène effectivement à des enjeux où l'éthique ne peut pas seulement reposer sur une affaire de bonne conduite individuelle. Traiter les personnes humainement ne relève pas seulement de la bonne volonté des acteurs du système social. Traiter les individus, leur offrir un contexte sécure pour obtenir leurs soins va plutôt relever pour moi de mécanismes qui vont être structurels, et ça peut passer par la formation. C'est d'ailleurs dans les conclusions de la commission vient pour les domaines de l'action publique. Ça passe aussi par la gouvernance, ça passe par plus d'agents de liaison, ça passe par un accès facilité aux plaintes. Et là-dessus, je me permets de rebondir sur ce que Tim a dit plus tôt sur la question des dossiers médicaux. Ça n'a l'air de rien, mais cette question des dossiers médicaux, elle est cruciale. On l'a vu, et c'est ce dont témoigne le rapport de la coroner Kamel. C'est dans le dossier médical de Joyce Echaquan, il y avait notamment certaines interactions médicamenteuses qui étaient mal documentées. Il y avait beaucoup d'informations absentes, notamment sur la médication qu'on lui a fait prendre, qui a fait que ça a été difficile de comprendre ce qui lui arrivait à cette femme-là de l'extérieur, en fait. Donc ça, c'est un premier problème avec les dossiers médicaux. Un autre problème qu'il y a avec les dossiers médicaux, c'est leur durée de vie. Vous avez tous, en tant qu'habitants du Québec, accès à votre dossier médical en ligne. Mais sachez que la version papier, la version officielle des actes de soins que vous allez vivre dans n'importe quel hôpital du Québec, selon le site du Collège des médecins, je pense que la durée de conservation est de 10 ans et moins. Ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que dans le cas de certains événements traumatisants qui ont plongé les personnes dans une détresse certaine, détresse qu'ils ont eu à surmonter sur plusieurs années avant d'aller mieux, ça fait en sorte que les gens vont souvent se retourner vers l'institution hospitalière plusieurs années après les faits allégués. Sauf que là, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de dossier médical. Et là, la question à 1000 $ qui s'amène, c'est la question de la preuve. Comment on prouve que ces personnes-là ont reçu des soins dans un contexte qui n'était pas sécurisant? Et pourquoi ça a une importance? Ça a une importance déjà d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, mais ça a aussi une importance dans l'idée de documenter, d'investiguer ces cas et surtout leur reproduction. Puisque si on ne documente pas ces cas-là, ça ne reste que des incidents isolés. Quand en fait, par le jeu du racisme systémique, c'est plutôt une pratique qui peut arriver de temps en temps et plus souvent qu'autrement. Vous comprenez là où j'en viens? Et donc, vous voyez, il y a cette idée-là que le corps médical, comme tout autre corps professionnel, comme la police, comme les juges, comme l'université, fonctionne comme un corps de métier et l'institution va baquer ces individus, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne, ça ne peut être autrement légalement, en fait. Et donc là, ça nous amène à une dernière question qui est finalement celle de la responsabilisation versus celle de l'imputabilité. Et j'insiste, je finirai là-dessus, sur l'idée qu'il faut absolument que vous distinguiez l'idée de responsabilité versus l'idée d'imputabilité. La responsabilité, elle est orientée vers l'action. Je suis responsable d'offrir un soin à une personne. Je suis responsable d'offrir un service à une personne. On est dans l'action. Alors que l'imputabilité, le accountability en anglais, on est orienté sur le résultat. Une fois que l'action a eu lieu,
quel en est le vécu de la part de la personne. Est-ce que la personne est heureuse? Est-ce qu'au contraire, elle vit de la détresse? Auquel cas, qui va être responsable de ça? Et là, on tombe dans de l'imputabilité qui va être collective. Ça peut être l'institution, ça peut être l'hôpital, ça peut être le système de santé, mais ça peut être aussi la société, le gouvernement, vous comprenez? C'est une question qui est très délicate à envisager dans le contexte du racisme systémique. Voilà. Je ne sais pas si, Wayne, ça te fait penser à quelque chose? Oui, oui, ça suscite des réflexions. Donc, entre autres, quelles sont les solutions? Est-ce que il faut que plus de formation culturelle, de sensibilisation culturelle soit donnée au personnel soignant, infirmiers, médecins? Si c'était moi, donc, non, évidemment, ce n'est pas suffisant de comprendre la langue, la culture, l'histoire, les pratiques et le fait qu'elles soient différentes. Il faut se demander comment utiliser concrètement ce savoir pour soutenir ces personnes. Et ça va au-delà de fournir de la fourniture de soins. Bon, il faut fournir, et c'est si important, un espace, notamment pour les cérémonies. Nous savons qu'il y a des institutions qui l'offrent et qui ont de meilleurs résultats. Mais, bon, comme moi, par exemple, je suis autochtone urbain. J'ai pris part à des cérémonies et j'ai beaucoup de respect, de révérence envers cela. Mais j'étais très religieux, j'étais très catholique, il fut un temps. Et en grandissant, j'ai penché davantage vers l'anarchie, etc. Et parce que quelqu'un est engagé, ça ne veut pas dire que la solution est nécessairement plus d'autochtonité. Je trouve que ce qui aide, ou qui serait bénéfique, ce serait de comprendre les conditions de vie des personnes autochtones, de comprendre aussi que notre langue, notre culture, notre relation à la terre, notre spiritualité était quelque chose qui nous a été retiré de force pour beaucoup. Et bien sûr, donner des espaces où les institutions, les établissements donnent de la place pour ramener ça, ça aide. Mais ce n'est pas la réponse en soi. Ce n'est qu'un aspect. C'est un aspect qui crée un endroit plus sûr et meilleur, pas seulement pour les Autochtones, pour la pluralité des cultures et des personnes, de bout à l'autre du pays. De comprendre cette multiculturalité, cette mosaïque, si vous voulez, de pouvoir soutenir tout le monde, sachant... Bon, donc, ça aide de savoir, d'être conscient du fait que sa culture est une culture dominante. Mais là, on parlait du lien avec l'imputabilité. Et cette imputabilité aussi, bon, il s'agit de reconnaître que nous faisons partie aussi, nous, d'institutions. Nous avons certains privilèges qui nous ont été remis ou donnés par l'action du fait du manque de privilèges d'un autre groupe. On peut dire comment fonctionne l'absence de privilèges, mais on peut parler aussi de l'excès de privilèges et ce que j'ai, ce que nous partageons, ce merveilleux pays où nous vivons, avec tous les avantages que nous avons, ont été littéralement piqués d'autres. Bon, là, je déconne, je fais un diatribe, mais il y a différentes façons d'examiner la chose. Ce n'est pas une réponse facile. Quelquefois, mettre le paquet sur l'idée qu'il faut plus d'espace autochtone dans ces institutions, sans parier en partie sur la question qu'est-ce que cette institution a fait pour infliger ses torts. Ce type d'imputabilité, il en faut plus. Ce n'est pas de vous faire une faveur en étant gentil. Non, on le doit aux collectivités autochtones parce que, en raison de nos institutions, nous avons bénéficié de ces préjudices infligés à une autre communauté, la communauté autochtone.
Donc, ce n'est pas une question d'être gentil. Non, c'est une prérogative morale de faire partie d'une solution, de la solution qui tient nos institutions, nos collègues imputables des torts historiques. Et cette vidéo remonte déjà à quelques années, mais ce n'est guère vieux. Là, on ne parle pas de torts d'autres siècles. C'est un système qui existe aujourd'hui, où les Autochtones, les personnes autochtones, sont moins servis, où le service n'est pas d'aussi bonne qualité. Et les résultats de ce racisme systémique mènent au point où les personnes autochtones refusent même d'interagir avec le système de santé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont malades et qui pourraient être prélevés plus tôt, décelés plus tôt, qui pourraient être soutenus vers une meilleure santé, mais en raison de cette méfiance envers un système qui ne reconnaît presque jamais sa propre responsabilité, ils évitent le système. Donc, ils passent de chronique à aigu à mortel, ce qui ne devait pas être. Donc, nous devons être beaucoup plus proactifs et nous avons besoin d'un engagement qui reconnaisse la responsabilité personnelle, mais l'imputabilité personnelle, mais l'imputabilité institutionnelle aussi, sachant que beaucoup de travail doit être fait. Donc, je pense que, dit Tim, il y a une tension dans le rapport du coroner, mais aussi, égard au point de vue de Johanna et de Wayne, d'un côté, il y a l'imputabilité individuelle et d'autre part, le volet institutionnel. Ce sont deux aspects différents. Le rapport du coroner, de la coroner, affirme précisément que les individus doivent se souvenir qu'ils sont imputables de leurs propres actions et doivent faire une autoréflexion. Vous êtes un acteur au sein d'une institution, soit, mais vous êtes la personne agissant sur une autre personne. Je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, mais c'est peut-être intéressant. C'est le moment où vous étiez, vous deux, en désaccord sur une approche. Johanna, vouliez-vous commencer? J'ai envie de rebondir en fait sur la question que pose Wayne et à laquelle tu réponds également, Tim, parce que je la trouve essentielle en fait. Elle est au cœur de la question. La question que pose Wayne est la suivante. Est-ce qu'il suffit de la part des acteurs du système de santé de mieux connaître la culture des patients ou est-ce que le changement doit être structurel et donc toucher les relations de pouvoir qui dirigent cette relation de soins? En fait, évidemment que la réponse est dans la question. Globalement, les approches autochtones sont unanimes pour dire que il faut adopter la sécurisation culturelle. Là, je vais y revenir. Pourquoi? Parce qu'elle déplace la question. C'est pas seulement aux professionnels d'apprendre la culture de l'autre. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce serait plutôt idéalement à l'institution de reconnaître les rapports de pouvoir qui se tissent à l'intérieur d'elle-même et duquel découle évidemment ce qu'on peut qualifier de racisme médical. Là-dessus, je peux revenir sur cette idée-là si ça intéresse des personnes. Et ce qui nous ramène toujours à l'expérience des patients. Alors maintenant, la sécurisation culturelle est aujourd'hui un mot, j'ai pas envie de dire que c'est un mot valise, parce qu'il est quand même très, très, très efficace, mais c'est quand même un mot qui est partagé à l'ensemble de la société, parfois sans savoir de quoi on parle. Comme l'a dit Wayne, c'est pas parce que vous mettez un attrapeur de rêve dans une salle d'attente que vous avez fait de la sensibilisation culturelle. À un moment donné, il faut sortir des petits moyens, des petites patchs comme ça qu'on applique. Il faut que ce soit plus profond. On a souvent parlé dans le système de santé publique de compétences culturelles. Il faudrait que les acteurs acquièrent des compétences culturelles. Ça peut être des acteurs qui sont déjà en position, infirmières, travailleurs, etc. Ça peut être aussi des acteurs dédiés à ça, par exemple des sages-femmes ou des agents de liaison. Mais cette idée-là de compétences culturelles, elle pose donc la question de la formation. Et qui donne une formation en compétences culturelles? Elle est là, une autre question à $1000. Et là-dessus, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour rebondir encore une fois sur ce que Wayne a dit, à savoir qu'on est dans une situation où des sociétés entières ont été culturellement opprimées pendant un nombre énorme de générations, suffisamment pour que la culture
se transforment et s'affaiblissent, ou en tout cas soient pas valorisées pendant assez longtemps pour qu'elles commencent à disparaître, sans avoir disparu, bien entendu. Et aujourd'hui, on attend des Premières Nations qui viennent nous enseigner cette culture-là, mais vous trouvez pas que c'est un peu ironique comme situation? C'est beaucoup de pression. Et donc, qui donne ces formations culturelles? Ce sont des gens comme Wayne. Et Wayne, vous l'avez entendu, Wayne, il a un rapport à la culture justement qui est extrêmement intéressant. Il faut sortir de l'archétype autochtone, de la personne connectée à la nature et forcément spirituelle. Les personnes cheminent sur le chemin de la postmodernité et construisent leur bagage au fur et à mesure. Et donc, moi, je pense que la question de la formation doit être au cœur de ce débat-là. Je ne sais pas si Wayne va être d'accord avec moi, par contre. Oui, je suis. La formation, c'est certainement une bonne première mesure, un bon premier pas. Mais qui formons-nous? C'est un enjeu vaste et complexe. Quelque part, mais j'ai perdu le fil de mes idées. Je pourrais rebondir sur ce que vient de dire Wayne parce que justement, ça fait le lien avec ce qu'on disait tantôt. C'est terrible de te dire que tu es un acteur du système, mais à la fois, tu vois que ce système-là est défaillant pour offrir quelque chose de au moins sécurisant, minimalement sécurisant aux personnes qui reçoivent des services. La réponse facile, c'est de dire plus de personnes d'origine autochtone dans les acteurs du système de santé. Ça peut être une solution, bien sûr, mais j'imagine que ça ne peut pas se réduire à simplement ça. Une autre chose qui me marque, c'est on voit qu'il y a une demande de formation, de sensibilisation culturelle. Les acteurs eux-mêmes le demandent. Les acteurs du système de santé font à leur façon preuve de bonne volonté. Mais qui donne les formations? Et quelle culture va être transmise? Quelle culture autochtone? Prenez l'exemple du Québec. On est au Québec, il y a quand même plusieurs nations autochtones. On parle de quel groupe? On parle de quelle langue? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand on se retrouve tout le monde réuni en ville, à qui on va faire appel? Et souvent, ce que j'ai vu de mon expérience, c'est qu'on va faire appel aux aînés. Les aînés disposent de cette aura culturelle dans les communautés qui font qu'on va faire souvent appel à eux. Sauf que les aînés, il m'a semblé de mon expérience que c'était une pression énorme sur les épaules des aînés pour transmettre une culture qu'eux-mêmes avaient eu de la difficulté à faire vivre, puisque eux, comme ce sont nos anciens, ils ont vécu justement cette culture qui devait se taire en fait. Donc vous voyez, ça c'est un peu délicat et moi j'y vois au niveau des intervenants une autre source de détresse. Cette fois plus du côté des patients, mais du côté des intervenants. Et donc moi je pense que ça rejoint ce que dit Wayne finalement. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. En tout cas, moi, je l'ai vu avec les sages-femmes. Ouais. Ceci pourrait peut-être soulever un autre thème qui mériterait une exploration. J'espère que je ne vous mets pas en difficulté. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de respect à travailler pour vous, mais c'est sur le rôle d'allié. Donc, on a parlé de donner une conférence ensemble, et vous avez dit, mais il vaudrait peut-être mieux avoir une personne vraiment autochtone. Mais votre expérience en tant que personne non autochtone qui collabore souvent avec des personnes autochtones ou des initiatives autochtones est quelque chose que beaucoup de personnes dans cet atelier, ce symposium, vivent aussi. Je ne suis pas autochtone. Comment puis-je être au soutien des communautés autochtones, abandonner mon emploi pour qu'une personne autochtone l'occupe? Non, ce n'est pas la réponse. Mais le point de vue sain d'un allié, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Utiliser ce privilège pour être un allié. Il faut presque, dans tous les cas, avoir une compréhension anti-oppresseur qui dépasse celle des collègues, des autres. La question devient alors, que pouvons-nous dire
à des collègues, si on les voit avoir des pratiques délétères. On ne peut pas toujours inviter une personne autochtone à venir assumer tout ce poids. Donc, comment pouvons-nous nous soutenir les uns les autres? Ma notion n'est pas aussi au Québec, je pratique ici. Donc moi, je peux donner une formation et là, les gens me demandent, vous appartenez à quelle communauté? Vous êtes à Montréal ici? Eh bien, c'est dans le nord de l'Ontario, ma communauté d'appartenance. Il n'y a pas une seule personne qui représente toutes les situations. Donc, les jeunes, par exemple, moi, je ne suis plus un jeune, donc je ne peux pas les représenter directement. Question, alors, comment soutenir nos collègues ou interpeller nos collègues? Avez-vous des exemples? Pensez-vous à un exemple qui pourrait être utile? Je pense que vous avez des éclairages uniques étant donné votre expérience. Je rebondirai sur cette notion d'allié parce qu'elle me tient à cœur. En fait, je vais être honnête avec l'Assemblée. Moi, je ne me considère pas comme une alliée. Je sais, scandale. Mais en fait, je pense que pour moi, et c'est comme ça que je le vis, être un allié, c'est comme un aîné. Une personne ne décide pas un jour d'être un aîné, une personne ne dit pas qu'elle est une aînée. Une personne devient un aîné parce qu'elle est reconnue par sa communauté, par sa famille, par ses proches comme aînée. Et je pense qu'en tant que personne allochtone, je n'ai pas intérêt à me déclarer alliée. Je suis une alliée si des gens me reconnaissent comme alliée, mais moi, je n'ai aucun intérêt à dire que je suis une alliée, en fait. Parce que je pense qu'en 2026, l'heure n'est plus aux bonnes intentions, l'heure n'est plus aux mots, l'heure est aux actions. Montrez votre volonté de travailler ensemble et on en parlera après, quoi. Comprenez? C'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour moi, en fait, quoi. Et donc aujourd'hui, moi, je me considère pas comme une alliée, mais si Wayne me considère comme une alliée, à ce moment-là, j'en suis vraiment honorée, vous comprenez? Et c'est le résultat de 10 ans de travail. Donc moi, je ne crois pas du tout à l'existence des alliés en tant que personne allochtone. Voilà, c'était mon petit grain de sel. Oui, je pense que c'est légitime. Et merci. Donc, c'est important de noter que Wayne et Ioana se connaissent depuis longtemps. Hein? Donc, des conversations directes comme celle-là, c'est absolument acceptable pour eux. It's a tough scenario to be in, right? I can only imagine. And I work with situation qui n'est pas facile à vivre. Moi, je travaille avec des collectivités avec lesquelles je ne m'identifie pas. J'aime bien avoir une certaine perspective, voir les choses sous un angle différent. Et c'est pas facile à faire. Il y a des autochtones à la peau très foncée qui pensent que je ne leur ressemble pas forcément. Moi, je jouis d'un certain nombre de privilèges, de personnes genrées. Je peux me servir de ma voix, de ma taille et d'autres caractéristiques pour me faire entendre et faire entendre la voix d'autres personnes. Mais parfois, c'est très difficile. Je pense que ce sont des conversations très importantes à avoir. Mais ce sont aussi des conversations difficiles avec les collègues et les prestataires de services. Lorsqu'on faisait une séance de remue-ménage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont on peut aider les autres. S'il y a une chose à retirer, il y avait une chose que j'aimerais que nous fassions davantage, c'est de mettre en œuvre cette imputabilité latérale, trouver une façon de collaborer avec ceux qui travaillent à nos côtés, nos familles, les membres de nos communautés auxquelles nous appartenons. Et je pense que c'est là qu'on peut initier beaucoup de changements et qu'on peut amorcer de grands mouvements
mettre en œuvre des recommandations de la commission Vien, des recommandations de la commission sur les femmes autochtones, les femmes et les filles autochtones portées disparues et assassinées, les recommandations de la commission de vérité et de réconciliation. C'est à nous de les mettre en œuvre au quotidien, parce qu'il y a des questions politiques qui exigent l'intervention de groupes entiers, de communautés entières. Mais voilà ce que nous pouvons faire, nous, sur le plan individuel. Mais voilà ce que nous pouvons faire concrètement. Alors, il faut ce genre d'action collective. Mais nous pouvons intervenir à notre niveau, avec dans le cadre de nos petites réunions, avec nos collègues, dans nos petits mondes, à la table du dîner. Voilà ce que vous avez fait, moi c'est comme ça que je vous serais pris, ce genre de choses. Sans vouloir nécessairement pontifier, mais en se mettant dans une position de vulnérabilité, en reconnaissant également celle des autres. Personne n'est parfait, il faut se le dire. Nous allons tous faire des fautes, des erreurs, et nous en faisons tous. Mais il s'agit de s'efforcer d'apprendre constamment tout au long de sa vie. Et je pense que c'est avec les membres de notre communauté proche que nous pouvons initier ce changement et le concrétiser. Oui, nous en sommes à 14h05. Je pense qu'il faudrait peut-être aborder maintenant les solutions. Avant qu'on démarre le webinaire, on discutait entre nous. J'ai parlé de Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, qui, avec tout le fiasco de Hockey Canada et d'autres fiascos dans le domaine des sports, a recommandé d'avoir des enquêtes et des rapports faits par des tierces parties et d'avoir des lignes d'appel également exploitées par des tiers et des enquêtes menées par des tiers. Et le même genre de conclusion est ressorti du rapport de la coroner sur le décès de Joyce Echaquan. C'est là qu'on a signalé un certain nombre de déficiences dans les processus de traitement de plaintes et de règlement des différends et de reddition de comptes. Donc, il s'agit maintenant d'envisager certaines solutions, des choses peut-être un peu plus faciles à faire, qui nous permettrait d'atteindre ces objectifs idéaux. Oui, je pense que l'idée d'une ligne d'aide est une excellente idée. Il s'agit de mettre en place des mécanismes. Bon, on déteste tous plutôt l'idée d'un État qui contrôle tout, mais le fait d'avoir des mécanismes qui nous permettent de reconnaître ce qui fonctionne bien serait très utile. Une tierce partie qui soit appelée à intervenir. Je pense que ça pourrait faire beaucoup et être très utile. Si j'observe un problème, que je relève une situation qui doit être dénoncée dans une institution sans forcément qu'on veuille la démission ou que la personne soit mise à pied, pouvoir saisir une tierce partie pourrait être utile et ce serait mieux pour tout le monde. Johanna, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Moi, tu as dit quelque chose plutôt qui m'a beaucoup inspiré, en fait, qui résume très bien comment je le vois, à savoir que finalement, ce que tu nous dis, Wayne, c'est qu'il faut dépasser la réglementation pour embrasser la relation, en fait, et notamment au sein des équipes de travail. La réglementation, on ne peut pas y échapper. La société fonctionnerait pas sans règlement. Par contre, on n'est pas obligé de se limiter à ça, en fait. On peut enrichir cette perception que chaque acteur a de la réglementation avec une autre perception qui est plus de type relationnel, en fait. Il faut se parler dans les équipes. Il faut pas hésiter à confier également de la part des acteurs du système de santé quand il y a un problème, parce que la détresse, elle est pas unilatérale. La détresse, elle peut être vécue par les équipes qui travaillent. Maintenant, c'est sûr que, étant donné que je suis chercheuse, à la différence de Wayne, la manière dont je vais avoir tendance à le voir, c'est moins un point de vue bioéthique pratique qui va chercher à encadrer la décision clinique,
qu'un point de vue bioéthique critique, il va plutôt s'intéresser, et c'est ça mon intérêt, à interroger finalement les conditions sociales, les conditions institutionnelles, les conditions culturelles de la relation, en fait. Et notamment, je sais que j'envoie beaucoup de mots théoriques comme ça, mais prenez la question du consentement. On sait aujourd'hui que le consentement n'est pas simplement un formulaire consigne. Le consentement, il est fabriqué dans un contexte social, culturel, économique, politique, et tout ça, effectivement, s'il pouvait y avoir des formations ou si les équipes pouvaient être sensibilisées à ces différentes circonstances, à cet environnement en fait qui forge et qui accompagne les soins, peut-être que là on toucherait quelque chose, moi je pense. Et bien sûr, là je m'adresse aux personnes allochtones notamment qui peuvent peut-être éventuellement se sentir perdues parce que n'ont pas les connaissances sur les cultures autochtones, etc. Et donc, je pense que en travaillant sur sa confiance de soi et dans le relationnel, déjà, ça offre une possibilité de nuancer le carcan professionnel dans lequel chacun est obligé d'exercer. Voilà. And so I think some of the audience might be unfamiliar with Je pense que peut-être que notre auditoire ne connaît pas très bien les organisations politiques qui représentent les Premières Nations, les Métis et les Inuits, mais vous avez dit que vous avez travaillé par le passé avec des centres d'amitié dans la tradition autochtone. Est-ce que les traditions autochtones voient donner la priorité dans le domaine de la justice réparatrice? Comment est-ce que l'on peut intégrer cela? L'idée de la justice réparatrice est excellente. Je ne l'ai pas vu en pratique tellement, autant que je l'aimerais du moins, même de la part d'organismes autochtones ou de membres de la communauté. Mais l'idée est très bonne. On parlait tout à l'heure d'une ligne d'aide. Ça permet de sortir quelqu'un de la détresse dans l'immédiat. Mais il s'agit de créer davantage des espaces où on parle des petits comportements problématiques, des plus graves également, et où l'on peut rechercher une façon de progresser tout en respectant les participants et la relation patient-professionnel, client-professionnel. La réalité, c'est que mieux les institutions et les organisations s'adapteront à ce concept de justice réparatrice, plus ils auront de chances de comprendre la réalité des communautés autochtones et autres qui ne sont pas forcément bien représentées. Et je pense que mieux ce sera pour tout le monde. J'ai toujours de la difficulté à comprendre pourquoi on n'agit pas davantage à ce chapitre. Parce que toutes les données que nous avons, tous les travaux de recherche que nous avons, nous poussent à agir en ce sens. Il y a des recommandations dans le rapport de la coroner qui a mené l'enquête sur le décès de Joyce Echaquan. Il y a un certain nombre de recommandations qui sont présentées au début du rapport, mais il y en a aussi qui sont intégrées dans le rapport. Prendre un attrapeur de rêve devant la fenêtre, ce n'est pas assez. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je pense que ça résume bien les choses. Pour les agents de liaison autochtones, parfois, il peut y avoir des conflits, des tensions dans le contexte institutionnel et que peuvent rencontrer les bioéthiciens lorsqu'ils cherchent à élaborer des services dans ces établissements. L'une des solutions pourrait être justement d'avoir recours à des pairs ou des agents d'orientation ou des agents de défense des intérêts des patients. Dans ce cas-là, c'était des agents de liaison autochtones. Mais cette personne, dans le cas de Joyce Echaquan, l'agent de liaison autochtone n'avait pas accès à l'hôpital. Y a-t-il d'autres types d'approches
qui permettrait d'intégrer cela, des pairs, des gens de l'extérieur, au contexte institutionnel, pour leur permettre de jouer un certain rôle formel. Bon, il y a certaines initiatives qui existent à Montréal et qui sont tout à fait remarquables. Par exemple, des organisations qui ont des agents d'orientation, des aiguilleurs, des services complets consacrés à ça. J'ai vu des médecins aussi, au CHUM notamment, en grand hôpital de Montréal. Il y a des médecins qui souhaitent aller à la rencontre des membres de la communauté. L'organisation que je connais, PAC, en fait, a d'excellentes relations avec des prestataires de soins de santé et le travail qui est fait par ces organisations est tout à fait remarquable. De l'autre côté, je me rappelle avoir vu des agents d'orientation, des aiguillères connaître beaucoup de réussite pour ce qui est d'appuyer des Autochtones dans le réseau de la santé. Alors, je pense pas que ce soit un échec, mais 2 ou 3 ans après que nous ayons eu notre premier agent d'orientation, d'un seul coup, il y en a eu une vingtaine en ville. Travailler avec différentes organisations. Donc, bon, on ne peut pas avoir trop d'une bonne chose. On pourrait utiliser une centaine d'agents d'orientation, mais je pense que souvent, le fardeau revient trop à la personne. Et il faut se rendre compte, ça nous ramène des recommandations des commissions sur les femmes, filles autochtones portées disparues et assassinées, la commission de vérité et de réconciliation, que nous avons des feuilles de route à notre disposition qui comportent des recommandations. Et aucune de ces recommandations n'ont été mises en œuvre entièrement. Donc, ce dont on a besoin, c'est pas uniquement d'être bien gentil avec les Autochtones. Ce qu'il nous faut, ce sont des initiatives concrètes et avec les agents d'orientation, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre et ça donne des résultats concrets. On peut se retrouver dans une situation où le premier ministre du Québec va nous dire que il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Comment peut-on en arriver là? Donc, nous devons apporter des changements concrets. Jusqu'à maintenant, on a été en mesure de mener à bien des interventions assez limitées, bien qu'efficaces. Mais on s'attaque souvent à des petits problèmes alors que nous devrions mettre en œuvre des initiatives plus systémiques, plus générales, plus exhaustives. Effectivement, pendouiller un attrapeur de rêve dans une chambre d'hôpital, ça ne suffit pas. En tant que personne autochtone, c'est quelque chose que je suis en mesure de reconnaître. J'accueille à bras ouverts tout effort, mais je pense que les choses doivent atteindre un niveau supérieur pour que les choses changent réellement et pour qu'on voit vraiment des améliorations dans la façon dont les membres de notre communauté sont traités. Moi, je rajouterais juste que je suis absolument d'accord avec ça. Je ne pense pas que tout l'effort de la guérison et de la réparation du passé ne puisse reposer que sur des individus. Bien sûr qu'il y a un changement qui doit être structurel. Meredith a posé une question dans le chat, je me permets d'y répondre. Donc, dans le cadre de ses activités professionnelles, ils se sont rendus compte que les personnes autochtones ne portaient pas plainte à travers le système pour porter plainte classique. Et donc, en ce moment, de ce que je crois lire, ils sont dans un travail pour essayer d'adapter le système de plainte pour le rendre plus accessible aux personnes autochtones. C'est le genre de changement structurel que j'aimerais voir. Et qui ne peut se faire sans la coopération des individus. Je suis pas en train de dire que les individus ne doivent pas changer au bénéfice du système. Ils doivent faire partie du changement. Mais je pense que la première porte doit être structurelle, en fait. Voilà. Je sais pas, Meredith, si je réponds à ta question. Oui, merci, très bien. On a des questions d'ailleurs de l'audience. Wayne, si jamais ça te dit de répondre.
Sim. Okay. Okay. Yep, go on, Tim. Allez-y, Tim. Thank you. There's one question in the Q&A. Il y a une question ici. Merci de votre présentation très réfléchie des enjeux. Donc, l'effet que certains Autochtones ne veulent pas être soit identifiés ou traités différemment en fonction de leurs origines. Et doivent être donc comme s'ils doivent être reconnus pour recevoir des soins adéquats. Pouvez-vous en parler? Eh bien, je suis d'accord. En tant que personne autochtone, j'ai été dans des situations où je me sentais mal à l'aise. Souvent, je rigole, je dis à la blague que je déteste le camping. Je déteste le camping. Bon, c'est à l'extérieur, c'est un peu dégueu. Mais bon, je dis ça souvent parce que j'avais les communautés vraiment tellement bien intentionnées, des employeurs, des amis qui disaient « Mais Wayne est autochtone, il doit adorer la nature tellement que rien ne lui plairait plus que le camping. » Mais j'aime bien le béton. Bon, la nature, c'est important. Mais nous devrions tous être des environnementalistes. Nous détruisons la planète sur laquelle nous vivons, bien sûr. Mais lorsque ces micro-agressions se produisent, il doit adorer le camping parce qu'il est autochtone. Ça, c'est problématique en soi. Si j'entre dans un établissement ou une institution et qu'il y a une façon de soutenir les membres de la communauté. Bon, ça doit être sa langue maternelle. Non, ma langue m'a été volée. Et je peux vous dire, pour vous parler des écoles, des pensionnats, de la perte de grands-parents, de l'Église qui a forcé, qui a évincé la langue de notre communauté. Bon, quelqu'un commence à me parler en Anishinaabe, je ne saurais répondre. Je ne saurais répondre. Ça ne rend pas le service plus adapté à nos besoins. Ça érige un autre obstacle. Donc, oui, il faut d'abord et avant tout reconnaître que lorsqu'on crée des espaces plus inclusifs, qui incluent notamment qui comprennent le fait que les Autochtones ont été dépouillés de leur langue, de leur histoire, de leur relation à la terre, de leur spiritualité. Donc, il est logique, bien sûr, de fournir ces espaces, mais d'insister que la seule façon d'aller de l'avant, c'est que quelqu'un s'adapte à toutes ces choses-là. Non, ça n'aide pas. Bon, j'espère que je m'exprime clairement. On a besoin d'une approche à paliers multiples. Ce n'est pas une solution unique qui va faire l'affaire. Et ce n'est pas pour diminuer les solutions qui ont été tentées. Les salles de guérison, par exemple, dans les hôpitaux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas merveilleux, parce que c'est merveilleux. Ou que d'avoir accès à des aînés dans les établissements de santé n'est pas fantastique, c'est fantastique. Est-ce que ces choses-là vont m'aider, moi, personnellement, quand je serai à l'hôpital? Peut-être pas. Est-ce que le fait que la personne qui m'accueille, le travailleur, l'infirmier, comprenne que, en tant qu'Autochtone, je suis un survivant des pensionnats et je suis moi-même un survivant. Pas ça. J'ai perdu des proches de ma famille. Donc, me placerait dans une situation, d'être dans une situation où je n'ai pas besoin d'expliquer toute cette histoire.
et que ceux qui m'accueillent donc ont déjà une idée de ça, plutôt que de dire Wayne est autochtone, il doit adorer le camping. Wayne est autochtone, prenons en compte les torts qui lui ont été faits, notamment par cette institution dont je suis représentante, et offrir une meilleure compréhension. Ça va? On parle souvent d'évaluer les valeurs des individus en se fondant pas seulement sur leurs valeurs, mais sur leurs relations proches aussi. Donc, les bioéthiciens se fient à ce type d'évaluation avec les patients et pas avec les croyances de l'individu. Merci. Si vous avez d'autres questions, mesdames, messieurs, mettez-les dans la section questions-réponses. Je cède la parole à Johanna. J'ai vu une question, mais elle a disparu et pourtant, elle était très intéressante. Je ne sais pas si c'est parce que la personne est partie ou si elle l'a effacée, mais effectivement, il y avait quelqu'un du public qui disait, mais je côtoie aussi des personnes qui sont autochtones et qui n'ont pas envie d'être traitées différemment parce qu'elles sont autochtones. Donc ça, c'était le point de départ de la question que j'ai vue tout à l'heure. Et j'ai envie d'y répondre. Pourquoi c'est une excellente question? Parce qu'elle met le doigt sur un paradoxe. Et le paradoxe est le suivant. Effectivement, personne n'a envie d'être traité différemment parce qu'il appartient à une autre culture ou à un autre pays. A priori, on est tous égaux. Le problème dans le cas des situations qui impliquent des personnes qui sont d'origine des Premières Nations, c'est que elles vivent un paradoxe. Et ce paradoxe est le suivant. Ces personnes-là, et c'est ce que nous montre le cas de Joyce et Chacuan, vont être en quelque sorte invisibles dans le système de santé. Invisibles pourquoi? Parce qu'elles vont pas être écoutées. C'est le cas de Joyce qui dit qu'elle va pas bien, que les médicaments ne fonctionnent pas et les infirmières ne l'écoutent pas. Et en parallèle, cette position d'invisibilité, elle côtoie une position de visibilité extrême. À savoir que les personnes autochtones, comme beaucoup de personnes appartenant à d'autres groupes culturels, vont être discriminées, stigmatisées parce que visuellement, elles ont l'air autochtones. Et donc, les personnes vont se retrouver assises sur deux chaises à la fois. Elles sont à la fois très visibles parce qu'autochtones et à la fois très invisibles parce que pas écoutées. Et je comprends que cette personne-là ait posé la question et je comprends que dans des cas comme celui-ci, la personne n'a pas envie de dire qu'elle est autochtone. Voilà, c'était mon tout scène à la question. Merci. Wayne, vouliez-vous ajouter à cela? Nous sommes à la fin de notre conversation. Je vois une autre question. Je suis éthicien clinique, travaillant souvent avec les patients et les familles des patients. Il y a ce désir de mieux comprendre les points de vue des familles autochtones tout en reconnaissant que je n'ai pas mérité encore leur confiance. Et donc, ils ne se sentent peut-être pas en mesure de partager tout cela. Quelle approche pour ces conversations? Une façon qui reflète la sensibilité que cette personne a par rapport au tort institutionnel, etc. Et tout en offrant une ouverture sincère, donc, pour les encourager à partager leur point de vue. Eh bien, justement, vous l'avez dit, je pense, la personne a décrit ce qui devait se passer, comprendre que ces traumatismes historiques ont eu lieu. Donc, une séance de formation ne vous fait pas l'allié parfait. Comprendre que ces conversations peuvent rester difficiles, mais avec un peu d'honnêteté, on peut parler aux membres de la famille. Trouver une façon appropriée d'exprimer, ou de demander, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Je pense que la personne qui a rédigé cette question a déjà une bonne compréhension de traumatismes historiques infligés aux communautés autochtones et bon, alors, quelle sera la suite? Quelle est la prochaine étape? Vous n'avez pas besoin qu'une personne vienne vous voir pour dire « Bon, si je vais chez le médecin, je ne pense pas que le fait de partager 500 ans de tentatives de génocide de mes peuples soit productif. » Mais ça pourrait, dans certains cas.
Bon, sachant que le médecin a fait ses devoirs avant, et ça peut m'aider. Mais d'aller jusqu'à dire, bon, que de participer à un séminaire comme celui-ci, un atelier comme celui-ci est un pas énorme. Toutes les recommandations de tous les rapports qu'on a vus, et ensuite s'éduquer soi-même, comme ceci, comme on le fait, des conversations qu'on ne tient pas habituellement. Nous sommes dans un espace là où nos esprits commencent déjà à évoluer et d'avoir le réflexe de poser une telle question. Là, vous êtes en bon chemin. Je veux dire tout simplement que je suis chanceux d'avoir été invité à cette conversation. Mes excuses pour le fait que je m'épivarde. Je m'étends souvent. Mais je me suis amusé. Et je serai bien ouvert à d'autres conversations, communiquer avec moi. Du bon travail fait par cette organisation. Je suis très impressionné. Merci, Wayne. Je pense que ceci correspond un petit peu à certaines des préoccupations, pas dans le rapport du coroner, mais du chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, qui avait dit « Les rapports semblent se répéter avec la Commission royale sur les peuples autochtones, la Commission de vérité et de réconciliation, les filles et les femmes autochtones, rapport du coroner et d'autres au Québec. » Merci. Ioana, un mot de la fin? Merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai passé un super moment, mais comme tu disais, je suis très amie avec Wayne, donc en fait, ça ne me change pas de d'habitude. Je remercie aussi les questions qu'il y a eu que j'ai trouvées très intéressantes, et je suis trouvable sur Internet si jamais des personnes ont envie de continuer la discussion avec moi, ça va me faire très plaisir. Thank you. And I'd just like to pass along. Merci. J'aimerais aussi transmettre notre appréciation de la présidente de la CB qui apprécie vivement cette conversation. Elle est reconnaissante de sa nuance, de sa complexité, de la pensée critique, du dialogue et du désaccord respectueux entre Ioana et Wayne. Et donc, j'ai hâte, je me réjouis à la perspective d'autres conversations, dit-elle. Donc, Meredith, vous avez la parole. Merci. Alors, merci à tout le monde d'avoir pris part à cette merveilleuse conversation. Merci à l'auditoire d'avoir ajouté vos questions. Et il y a beaucoup d'appréciation envers nos panélistes qui ont été exprimés dans le chat. Nous espérons que ce dialogue pourra se poursuivre d'autres façons. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi pour remercier notre modérateur et nos conférenciers, nos panélistes. Thank you.